Au Congo-Kinshasa, c'est la rentrée parlementaire. Certains parlent d'une session de mars 2022 de tous les enjeux, tous les dangers. Bon, par moment, on extrapole. Alors, que nous réserve cette session dans les deux chambres du Parlement? En dehors de chez nous, c'est donc une Afrique qui assiste comme spectateur. Je dirais même tout simplement spectatrice de la guerre ou du conflit en Europe, surtout entre l'Ukraine et la Russie. Et qui cache cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Beaucoup de non-dits. Avec Jean-Marie Kassamba, on découvre un peu est-ce que l'Occident est en déclin? Je n'affirme rien, j'interroge seulement. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. On commence par chez nous ou bien On commence par chez nous. Voilà. Une session qui va encore nous révéler, comment on dit, l'instabilité des hommes politiques ou une session stable. Bon, l'objectif de ces dessous des cartes, c'est d'abord d'éclairer l'opinion sur la marche et du Congo et du monde, en passant par l'Afrique naturellement. Qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est simple, c'est la rentrée parlementaire de mars, c'est les préparatifs du processus électoral qui n'aura pas lieu. L'année prochaine, il n'y aura pas élection. Oui, il n'y aura pas élection l'année prochaine parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'y aura pas élection. Je l'ai dit depuis très longtemps, nous ne pouvons pas vivre dans un pays à élection. Les élections chez nous, ça coûte minimum 1,5 milliard $. Minimum. Sans compter les à côté. Et ce sont des préparatifs qui se font 2 ans, 3 ans en avance. Et donc, si vous n'avez rien préparé en 2020, 2021, 2022, vous ne pouvez pas organiser des bonnes élections logistiquement en 2023. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, qu'est-ce que ça veut dire? Les caisses de l'État, les structures, l'organisation même de la territoriale. Par exemple, la plupart des gouverneurs, dans presque la moitié du pays, ne sont pas installés. Les assemblées provinciales ne sont pas régulièrement installées, ne fonctionnent pas correctement. Et donc, tout ceci fait que, plus les temps un peu de déliquescence, de relations interpersonnelles entre la classe politique, ça fait que il n'y a pas la sérénité pour aller aux élections en 2023. Cette rentrée va avoir lieu tout à l'heure au Palais du Peuple. Les deux présidents des chambres vont essentiellement enregistrer des propositions des uns, c'est-à-dire celles de l'Union sacrée, et des contre-propositions des autres qui vont annihiler en quelque sorte ce que les autres vont proposer pour dispositif. D'abord, il y a tout un débat autour de la CENI. La loi électorale n'est pas mise en place. Ensuite, au sein de l'Union sacrée elle-même, il y a énormément de problèmes, à la fois de leadership, de chartes qui peut gérer un peu tout ceci, mais aussi, surtout, des cohérences. Conclusion, quand il va y avoir tout à l'heure l'ouverture, il va y avoir un discours, on va dire, des façades, des bossos et, naturellement, des bâtis. Mais en réalité, tout le monde sort un peu ses canifs. Pourquoi? Parce que la plupart des députés, sénateurs, ne sont plus populaires à travers le pays. Et donc, ils ont peur d'être balayés en 2023, si les élections ont eu lieu. Deuxièmement, tous les calculs qu'il y a eu, en mettant en place l'Union sacrée par exemple, ce qu'on appelle la transhumance des hommes politiques qui sont partis rejoindre Félix Tshisekedi, 80% n'ont pas eu gain de cause. Ceux qui voulaient avoir des postes, à la fois au gouvernement, n'ont pas eu des postes. Ceux qui voulaient avoir des postes dans la diplomatie non plus. Dans les entreprises, on privilégie maintenant ce qu'on appelle la méritocratie ou les fils maison. Conclusion, tout le monde fait semblant de faire la politique, mais en réalité, tout le monde est en train de préparer en quelque sorte le dialogue. Les dessous des cartes, c'est qu'il y a eu déjà des émissaires de quelques présidents africains, dont notamment Sassou Nguesso,
ici à Kinshasa, il y a à peine quelques jours, pour commencer à prendre des contacts maintenant au sein de la classe politique. Dialogue pour quelle finalité? Tout simplement pour redimensionner en quelque sorte les alliances. Vital Kamerhe est parti, c'est pas demain qu'il va revenir. Kabound est parti, c'est pas demain qu'il va revenir. Moïse Katumbi ne plus dans la dynamique de l'Union sacrée. Écoutez seulement les quelques ministres comme Lutundula et les autres. En politique, c'est des bonnes guerres, c'est normal. Oui, mais il faut un minimum de consensus. En 2018, 2016, 17, 18, il y avait d'un côté Joseph Kabila avec le FCC, et de l'autre côté, il y avait le rassemblement d'abord, ensuite l'ensemble des opposants qui tournaient autour d'Etienne Tshisekedi, et tous, au début, ils étaient contre les élections, mais in fine, ils sont partis pour aller aux élections. Il y avait toute la logistique qui était mise en place depuis 3 ans, depuis Matata d'ailleurs. Même quand il y a eu le dialogue, Badi Banga et Chibala ont accompagné les processus qui étaient mis en place avec les commandes qui sont passées, la machine à voter en Corée. Tout ceci était d'ailleurs enclenché depuis 2-3 ans. Et à chaque fois, on donnait en Nanga de l'argent pour organiser les choses, etc. Aujourd'hui, rien de tel. Regardez ce qui s'est passé avec Kadima. À peine les frais de fonctionnement, ça a commencé à avoir des problèmes. Aujourd'hui, la CENI, même pour organiser les élections de gouverneurs, a de sérieux problèmes pour le faire. Donc, il ne faut pas duper la population qu'il va y avoir des élections en 2023. Il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Il va y avoir quelques propositions un tout petit peu dilatoires, la loi Tchiani, modification ou changement des constitutions. Tout ceci, c'est pour entretenir en quelque sorte la fièvre jusqu'à ce que les Occidentaux, les intermédiaires, viendront s'inviter au débat. Bon, voyons voir. C'est une analyse discutable. Oui, ce n'est qu'une analyse, et je pense que la plupart de ceux qui nous suivent, ils comprennent de quoi je parle, ils se parlent entre eux. Il y a eu déjà en quelque sorte, pas des désaveux, mais quand on voit la situation de François Beya, la situation de Kamerhe, la situation de Matata Mponyo, la situation, etc., etc., ça fait que les alliances d'hier ont beaucoup bougé. FCC de Joseph Kabila, avec toute la mosaïque, etc., les choses ont beaucoup bougé. Mais les gens, comme chez nous, on vit dans une hypocrisie constante. Beaucoup font semblant, mais en réalité, les choses ne sont pas aussi sereines que ça. Ça se décline d'ailleurs même dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec le jeune homme qui fait la musique, comme il s'appelle Mike Kalambai, par exemple, eh ben, vous vous rendez compte que c'est un pays d'hypocrisie permanente. Que ce soit les politiques, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les artistes et musiciens. Ce qu'on avait reproché à Koffi Olomide, c'est ce que font les pasteurs, c'est ce que font les hommes politiques. Mais c'est comme si on découvrait que ces chanteuses, ces filles qui viennent pour le protocole, ce ne sont pas de proie ou elles-mêmes s'offrent pas à l'air dada, comme ils disent aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas lié à la nature humaine? Non, c'est lié tout simplement. C'est comme l'Occident, on en parlerait tout à l'heure. L'homme, et en l'occurrence l'homme congolais, vit dans un théâtre permanent. Chacun, les uns et les autres jouent des rôles. Depuis Franco, tous les artistes et musiciens, la plupart sortent avec leurs chanteuses, leurs danseuses, les gens qui tournent autour. On sait que beaucoup d'hommes politiques ont fait des enfants avec leurs secrétaires, les membres de leur famille politique, etc. On sait que dans le milieu politique, les politiques, les uns sortent avec les autres. On sait que dans les milieux religieux, les femmes, les filles qui tournent, les choristes, les protocoles, etc., comme on dit en lingala, les ababilanga, les pasteurs. Mais on découvre que Mike Kalambai ou à son temps Moïse Mbiye, ce sont des extraterrestres. Et comme il y a un voyeurisme installé, tout le monde se partage les vidéos comme si c'était quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Au sein de la classe politique, c'est la même chose. Ils ne jouent pas franc jeu.
Je n'ai vu pas plus qu'hier un député dire il y a $1000 qui circulent au Parlement de carburant. Mais depuis toujours, le Parlement est ce qu'on appelle les invisibles là-bas. On appelle ça invisible. C'est l'argent cash qui est donné. Chaque fois, il y a des motions parlementaires. Cash tourne. Quand on interpelle les ministres, le cash tourne, etc., etc. Alors, dans le régime passé, ces antivaleurs peut-être étaient entretenus, mais étouffés quand même. Est-ce que le danger qui guette ce régime, c'est pas parce que ceux qui ont joué sont par moments sur le banc de touche et ils savent comment ça se passe sur le terrain et dans les vestiaires. En réalité, rien n'a changé. Et à tout moment, ils peuvent crier voleur. Non, en réalité, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que la misère est de plus en plus. Les difficultés sont de plus en plus. Le pays rencontre énormément de difficultés. C'est conjoncturel, c'est aussi mondial, c'est pas spécifiquement la RDC. Quand on parlera de la communauté internationale, vous verrez que on va plus vers la crise qu'on en a résolu. Mais la nature de l'homme congolais n'a pas changé depuis 1960. Lorsque les Congolais quittent la table ronde de 1960, ce sont sur des calculs les Belges sont partis, comment on va se partager ma campagne, la Gombe, Kalina, les biens des Portugais, les biens des Grecs qui étaient ici. Lorsqu'en 72, 74, Mobutu zarianise, la même cupidité était là. Ils se sont partagés les biens des gens qu'on a chassés du Congo. Quand Mouzé arrive, quand on a créé l'Obema c'était... Office de Biema. Là. Oui, c'est-à-dire que Mouzé avait de bonnes intentions de dire, ces gens-là, ils ont volé, etc., il faut constituer au peuple. Mais quand on a créé l'Obema, les gens qui ont géré l'Obema, ils ont fait quoi? Ils se sont servis. Il y en a qui sont partis s'installer dans les maisons des Mobutistes. Il a fallu attendre que Joseph Kabila arrive pour dire, restituer les maisons des Mobutistes. Beaucoup de Mobutistes qui avaient fui, qui étaient en Belgique, en Afrique du Sud, partout, ils sont revenus, Joseph Kabila leur a redonné leurs maisons pour dire, allez, récupérez vos biens. Aujourd'hui, il y a la même dynamique. La dynamique de quoi? Et voilà, ça c'est la maison de l'État, vous avez pris la maison de l'État, on vient la récupérer, etc. Et vous voyez que quand on récupère la maison de l'État, c'est quelqu'un d'autre qui va habiter dans cette maison de l'État, qui a été construit, modifié par... etc., etc. Voilà. Et les gens commencent même à morceler ce qu'on appelait le site présidentiel, qui est un site qui n'a rien à voir avec des particuliers. Si vous allez vers Maluku là-bas, vous allez voir maintenant, on a morcelé le site où était Mobutu, là, Lancélé, tout ça. Aujourd'hui, en face de là où il y a les mausolées du président Tshisekedi, enfin l'ancien Étienne, c'est un secteur, effectivement, qui était laissé pour la zone présidentielle. Et donc aujourd'hui, c'est loti partout. Il y a beaucoup de choses qui sont loties. Maintenant, donc c'est pour dire que ça n'a pas du tout changé. Ce qui a changé, c'est l'hypocrisie qui a pris un peu du volume. Un peu plus de volume. Voilà. Hier, aujourd'hui, le peuple a encore pour nourriture sa misère. Mais ce peuple est aussi pour beaucoup dans ce qui arrive. Nous en profitons pour aller en Belgique. Oui. Une information est sortie d'une source crédible selon laquelle quand Lumumba est libéré de la prison pour rejoindre ses collègues à Bruxelles, il est allé loger chez une dame qui travaillait chez Polar, l'actuelle société de brassicole connue. Et ces dames étaient très avancées dans les mouvements ésotériques. Et c'est cette femme qui avait déjà fait venir un jeune journaliste intelligent en Belgique pour un stage et qui présenta ce jeune journaliste à Patrice Emery Lumumba pour dire Mobutu pour dire voilà. La dame éprouvait bien, avait beaucoup d'admiration pour le jeune Mobutu. Je m'arrête là. Et puis voilà, et présenta ce jeune journaliste
à Lumumba pour être son secrétaire. Est-ce que les Belges n'avaient pas piégé la jeune République Bien sûr. avant les indépendances? Mobutu a été identifié par la CIA lorsqu'il était encore ici. Parce que Mobutu écrivait des papiers dans ce qu'on appelait la présence, la conscience africaine exactement, qui avait eu lieu de 54, 55, 56, quand Mobutu était à Kananga, ou quand il était encore clerc, on va dire, il travaillait un peu dans l'administration de l'époque, jeune, il écrivait des papiers dans les petits journaux de l'époque. Et l'un de ces journaux s'appelait la conscience africaine. Et quand Mobutu, dans la foulée des indépendances africaines, en 58, il y a eu De Gaulle à Brazzaville, il y a eu déjà la situation qui prévalait en Guinée, Conakry, avec Sékou Touré, et il y a eu aussi la situation du Ghana. Avec Kwame Nkrumah. Oui, donc les Américains appréhendaient la prédominance ou l'arrivée de soviétiques. Et il fallait maintenant identifier dans le leadership de ces jeunes intellectuels, on va dire. Il y avait les Kanza, les Malula, qui écrivaient un peu des articles un peu pour conscientiser. Et c'est à partir de là que cette dame a identifié le jeune Mobutu. Et Mobutu était parti pour... En fait, on l'avait envoyé là-bas. Oui, grâce à l'intervention de la dame qui lui avait facilité il y avait aussi les stages en Belgique, à Bruxelles. Il y avait aussi de l'affection. Et cette femme qui avait quitté Polar, mais qui était déjà très avancée dans les mouvements ésotériques. Absolument. Et qui avait enrôlé beaucoup de jeunes, et c'est là jeunes que Congolais. Le jeune Mobutu aussi a été initié, comme Lumumba a été aussi initié à l'époque, au mouvement ésotérique, etc. Et depuis la Belgique, pour mieux infiltrer la table ronde, on avait préconisé que Mobutu participe. Participe comme qui? Secrétaire derrière Lumumba. Du leader. On lui avait imposé. Du leader qui était identifié comme tel, parce que tous les délégués qui étaient partis en Belgique, ils avaient exigé, ils avaient stoppé les travaux. Pour que ça continue, il faut qu'à la présence de Lumumba. Et c'est là où les Américains ont dit, ah, ce type, il est important, il faut qu'on puisse les phagocyter. On l'a adjoint Mobutu. Et Mobutu faisait rapport systématiquement sur Lumumba. Et sur les activités de table ronde. Pour vous refermer la parenthèse, dans la suite des événements... Et quand il est venu ici, quand il a vu que Lumumba s'émancipait, il a fait son premier coup d'État en septembre 60, où il a neutralisé et Mobutu, et plutôt et Kasavubu et Lumumba. Et comme il n'était pas encore aguerri, on lui avait dit d'attendre. Et juste après... il a fait le deuxième coup d'État qui a permis de mettre la mise en place de ce qu'on appelle le gouvernement des commissaires généraux. Et ces commissaires, c'était quoi? Des jeunes universitaires, la plupart n'avaient pas terminé les études, les Mbomboko, les Tshisekedi, comment il s'appelle? Le gars qui est venu, qui était Premier ministre ici de Bandundu, qui était à la justice, Singaoudjou. Tous ces jeunes étaient en quelque sorte immatures, mais c'est la seule élite que nous avons à l'époque. Et Mobutu, quand il a fait cette affaire, ça n'a pas fonctionné. Il a stoppé, il a attendu 5 ans après, quand il avait maintenant le contrôle de l'armée, il connaissait un peu l'appareil de l'État, en 65, le 24 novembre exactement. Avec les conseils des Belges et des Américains. Oui. Alors pour refermer cette parenthèse, toujours selon la même source, Mobutu n'était pas d'accord avec les sorts réservés à Lumumba. Oui. Il sentait que il y avait une tragédie, un drame qui attendait Lumumba. La fuite de Lumumba la nuit, c'était bien orchestré selon cette source. Mobutu avait bien demandé à son chef de s'enfuir. Oui. Mais comme nous, les gens de sang chaud, Lumumba s'enfuit. C'était bien orchestré avec une garde qui relayait l'autre, mais freiné au niveau de l'avenue du haut commandement. Entre-temps, Lumumba fuyait de la résidence. Arrivé sur la route, il va tenir un meeting et pourtant, Mobutu s'était déjà lavé les mains. Je ferme la parenthèse. Il ne voulait pas la mort de Lumumba. Mobutu était admirateur de Lumumba. C'était son mentor. Sur le plan de la personnalité, sur le plan même de l'idéologie panafricaniste. Mobutu était un grand panafricaniste, mais était un outil de l'impérialisme parce que si vous n'êtes pas avec les Américains, ils vont vous diminuer. Et donc, il a été un peu contre
sa bonne volonté, victime de cet état de choses. C'est pour ça qu'il s'est rébellé un peu plus tard. Et il a été humilié, comme vous avez vu, au soir de sa vie, par les mêmes Américains, comme ça s'est fait trop souvent, Saddam Hussein, Kadhafi, Osama Ben Laden, etc. Et donc, Mobutu a donné plusieurs possibilités à Lumumba d'échapper à la mort. Remarquez l'image que vous voyez qui passe quand on arrête Lumumba devant Mobutu. Regardez le visage de Mobutu. Il n'était pas content. Il n'était pas heureux, c'est le terme. La seule faiblesse de Lumumba, c'est le côté, comme tu dirais, un peu agité, expressif. Si Lumumba était stratège, c'est-à-dire était à la fois taciturne et qu'il pouvait se dissimuler, il allait arriver jusqu'à Kisangani, même s'enfuir, voilà. Parce que à chaque fois quand Lumumba, Mobutu, parce qu'arrêter quelqu'un, c'est pas synonyme de toujours de lui faire du mal. Parce que à la fois quand Mobutu mettait Lumumba de côté, c'est comme il a fait avec Tshisekedi pendant tout ce temps, c'était aussi pour le protéger. Comme Mouzé a fait avec Tshisekedi, le père, quand il a envoyé Kabe Kamanga, etc., les indiscrétions maintenant disent que c'était pour le protéger des Rwandais qui voulaient absolument le liquider. Et donc, il aurait fallu que Lumumba parte tranquillement, route par route, jusqu'à aller en province orientale. Là-bas, il allait se cacher, il allait retrouver les Ngbenye, les qui avaient quitté, qui étaient partis là-bas. Mais malheureusement, comme il était un laudateur, quelqu'un qui expressif, il se prenait pour le Messie à l'époque. D'ailleurs, c'est l'homme qui avait la parole facile. Et donc, les villageois ont informé la sûreté belge, parce que c'est la sûreté belge qui contrôlait les Américains, et c'est l'avion des Nations Unies qui a ramené Lumumba à Kinshasa. Et voilà. Pour vous dire. Nous, c'était pendant la guerre froide. Maintenant, le contexte a changé. La Russie veut reconquérir quelques parties de l'ancien territoire de l'URSS. On sent qu'il est déterminé. Quelles sont les vraies raisons de cette guerre? On parle de la découverte des laboratoires des armes bactériologiques. Washington nie la dernière réunion du Conseil de sécurité. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU a dit c'est le mensonge et le montage du Kremlin. Alors, est-ce que l'Occident est en déclin? Il y a deux possibilités aujourd'hui. La première possibilité, c'est que si on pousse Poutine plus loin, il y aura une vraie guerre mondiale. Et celle-ci sera destructrice, alors d'une manière impitoyable, on ne sait pas qui va rester. Ça sera pire que même les corona qu'on a vus parce que ça va aller très vite. Parce que le monde a construit tellement des armes, à la fois bactériologiques, à la fois des nucléaires, à la fois des missiles qui peuvent vous détruire des surfaces entières, qu'on a intérêt à ce que ça s'arrête maintenant. L'Occident, malheureusement, depuis, a toujours une dent pour la destruction d'autres puissances qu'est l'Occident. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ni était l'implication de la Russie, il n'y aurait jamais eu la fin de cette guerre. Les Américains sont venus après. C'est la Russie qui en a terminé avec, d'abord, Hitler, parce qu'Hitler avait engagé une offensive contre la Russie, et la Russie, avec l'armée rouge, a terminé cette guerre avant les Américains. Quand Churchill est parti là-bas voir Staline, il a dit il faut l'implication de la Russie pour qu'on puisse terminer. Et c'est ce que Poutine a rappelé à la France, par exemple. Poutine a dit à la France, ni t'étais nous, vous l'Europe, vous ne serez pas libérés. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale se termine, les gagnants, les 5 permanents qui sont au Conseil de sécurité, se partagent le monde. La Russie, à l'époque l'URSS, a pris tous les côtés communistes et les autres ont gardé la partie, on va dire, ouest. L'OTAN, ce qu'on appelle l'impérialisme, le capitalisme, etc. Mais au lieu de garder ce qu'on appelait la guerre froide, dans les années 80, ils ont, dupé
à l'époque, celui qui était secrétaire général du Parti communiste soviétique, Mikhail Gorbatchev, pour lui dire il faut qu'on puisse, aujourd'hui avec Ronald Reagan d'abord, George Bush père, non, il faut la détente, il faut qu'on s'entende, on n'a plus besoin des armes, la course aux armements c'est fini, il faut qu'on s'entende, le nouvel ordre mondial, tout ça c'était de la duperie. Quand on a liquidé en 1989-90 le communisme et avec lui l'URSS, l'Occident a commencé à faire le contraire de ce qu'il avait dit à Mikhail Gorbatchev, installer la menace aux portes de la Russie. Helsinki, qui était un buveur, un type fatigué qui avait succédé à Gorbatchev, n'avait rien compris à tout cela. Et c'est là où intervient ce monsieur qui était un ancien des KGB, qui était en Allemagne, et qui a vu que Helsinki ne réfléchissait même pas. D'ailleurs, Bill Clinton se moquait de lui tout le temps. Il a mis de côté Helsinki, il lui a garanti, on va dire, les immunités, etc. Et puis il a regardé la maison Russie, qui était devenue dépouillée de tout. Toutes les petites républiques là, qui faisaient partie de l'URSS, l'Occident a commencé à y installer des armes, leur a donné le mandat des membres de l'OTAN. Poutine a dit, mais bientôt on va disparaître. Et lui-même l'a dit, si l'ours est dépouillé de ses dents et de ses griffes, c'est fini. Mais alors, l'ours ne sera qu'un jouet. Qu'est-ce que l'Occident a fait? L'Occident a encore commencé maintenant à installer les révolutions aux portes de Moscou. Rappelez-vous de la Géorgie. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Ukraine ici. Tchétchénie. Ils étaient derrière en train de susciter ces gens-là pour qu'ils se désolidarisent de Moscou, etc., pour y installer la menace et diminuer au maximum la Russie. Lui, il a pris la patience de structurer, d'organiser. Comme c'est un pays riche, avec le diamant, le pétrole, le gaz, l'agriculture, il s'est construit pendant 20 ans et au fur et à mesure, il disait toujours aux Occidentaux, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. On peut vivre ensemble en coopérant. Et ils disent non, jusqu'à transformer l'Ukraine comme les labos. Parce que l'Ukraine, c'est en face de Moscou, enfin, de la Russie. Qu'est-ce qu'on a installé en Ukraine? Des bases militaires, des laboratoires d'expérimentation des armes biologiques. Donc, on avait tout installé là-bas. Et il y avait même des républiques dites dans les Donbass, là-bas, hein, qui étaient pro-russes. Enfin, pro-russes, ça veut dire que ce sont les Russes qui ont vécu là-bas. Et comme eux, ils ne parlaient pas l'ukrainien, les Occidentaux, ils ont mis en contradiction avec le pouvoir de l'Ukraine. Et ces gens-là, depuis 2014, subissent des guerres, etc. Et ça ne gêne pas l'Occident. C'est là où Poutine a dit aux Occidentaux, si vous ne démilitarisez pas cette affaire, vous mettez la menace à porte de Moscou. Moi, j'avais anticipé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a anticipé. Aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est premièrement, la Russie est productrice de tout ce qui est céréales. 80%. La Russie et l'Ukraine fournissent le monde entier en céréales. Le blé, par exemple. Les couscous là que mangent tous les pays du Maghreb, ce que nous mangeons ici, tout ça, ça vient de la Russie et de l'Ukraine. 40% du pétrole et du gaz consommés en Italie, en France, l'Allemagne c'est 60%. Ça produit de la Russie, ça vient de la Russie. Les composants électroniques, ça provient de la Russie. Et donc, mais si l'aviation russe, bientôt, ce sera requiem. Alors, parce que pour les réacteurs, les composantes, ça vient de l'Europe, de la France, je vous dis, c'est de l'Europe occidentale. Pourquoi? Parce que
L'industrie aéronautique russe est l'une des plus perfectionnées. Tous les avions que vous voyez en Russie là-bas, c'est fabriqué en Russie. Les avions de guerre, les avions les jets. La Russie peut vivre en autarcie pendant 3 ans sans recourir à l'extérieur. Le monde n'est plus une autarcie. Et la position de la Chine aujourd'hui, la position de la Chine aujourd'hui conforte ce qui se passe aujourd'hui en Russie. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La vraie guerre, c'est la guerre contre la Chine. Comme la Chine s'est alignée sur la Russie avec la Corée du Nord, la Corée du Nord avec l'Iran, l'Iran avec Cuba, la Turquie est derrière, l'Occident qui n'a pas les liquidités va s'aligner. Mais la Turquie joue aux sapeurs-pompiers quand même. Non, la Turquie, c'est la première victime de l'Union européenne. La Turquie a toujours voulu faire partie de l'Union européenne. On a toujours refusé. Pourquoi? Parce que c'est un pays musulman. C'est un grand pays avec de la technologie, etc. On avait d'ailleurs organisé la déstabilisation de la Turquie il n'y a pas longtemps, où il y avait un coup d'État grandeur nature. Il y a eu quelque chose comme 4 à 5 000 personnes qui ont été impliquées dans le coup d'État contre Erdogan. Et ça a été démonté. Et sa position est aussi importante à la porte de l'Europe de l'Est et aussi à la porte de l'Asie mineure. La Turquie, c'est une grande civilisation millénaire avec la ville de Constantinople. Oui, la Turquie, c'est comme la Russie, c'est comme l'Iran, ce qu'on s'appelait Perse à l'époque. Aujourd'hui, comme on dit, les civilisations sont en train de changer, de finir. Macron l'a dit lui-même, pendant longtemps, l'Occident a pensé que il pouvait imposer son mode de fonctionnement au monde entier. Aujourd'hui, le modèle occidental est en train de se diluer. Parce que avec l'augmentation de prix en ce moment en Europe, ceci ne va pas tenir pendant trop longtemps. Pourquoi? Parce que il y aura maintenant ce qu'on appelle la crise sociale. Le carburant est en train de monter, le petit société est en train de fermer, la prédominance notamment de la France sur l'Afrique est en train d'être diluée. Regardez ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en République centrafricaine. Donc ce n'est plus le temps de la France-Afrique qui pouvait soutenir l'économie française. Est-ce que la position du Congo-Brazzaville au Conseil plutôt à l'Union, plutôt aux Nations Unies, le Congo-Brazzaville n'a pas voté la résolution. Est-ce que ça ne peut pas lui créer des soucis à Sassou Nguesso? Non, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, un stratège qui est toujours en longueur d'avance. Sassou Nguesso ne s'est jamais aligné, ni sur la France, ni sur les États-Unis, ni sur la Chine. Sassou Nguesso a toujours pris le meilleur pour lui. D'abord lui, l'homme Sassou. Sassou part en Chine sans complexe. Sassou part en Moscou sans complexe. C'est très difficile et rare que Sassou vaille aux États-Unis avec autant d'engouement que quand il va en Chine. Sassou, c'était un ancien communiste et donc révolutionnaire. Et rappelez-vous Marien Ngouabi, rappelez-vous tout ce qu'ils ont fait rouge ici à Brazzaville, alors que c'était le précaré français. Le défenestré du pouvoir par l'Élysée, oui. Les méthodes sont connues, ça ne peut pas, et donc, ça peut pas demander beaucoup de choses. Ça va être un peu plus compliqué, parce que la manière dont Sassou contrôle les systèmes au niveau de Brazzaville, que ce soit le système militaire ou le système social, c'est un peu compliqué de les dégommer comme ça. Sassou, ce n'est pas... Regardez comment même le Gabon, les gens ont du mal à enlever Ali Bongo alors qu'il est presque malade et d'ailleurs très affaibli. La réalité dans cette guerre de l'Ukraine, c'est que on ne dit pas tout sur la réalité de Poutine. Poutine, c'est pas un cervelé, un dictateur, non, c'est un tacticien et qui a derrière lui une puissance de feu et une puissance économique importante. Et avec lui, il y a la Chine. La Chine qui a dit, nous on ne veut pas entrer dans vos histoires des sanctions et tout ça, parce que
si aujourd'hui l'Occident ferme les vannes à Poutine, ben la Chine a déjà ouvert. Vous savez, les pipelines qu'on devait faire avec l'Allemagne, que les Américains ont tout fait pour fermer, ces pipelines ont été orientés vers la Chine, qui va pomper le gaz de la Russie. On veut aujourd'hui, avec cette situation de pétrole, qu'on dit on ne veut pas le prendre de la Russie, dire à l'Iran d'augmenter sa production. Mais il y a les sanctions aussi sur l'Iran. Si vous demandez est-ce que l'Iran augmente sa production, ça veut dire que vous levez les sanctions, ça veut dire que la politique d'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran, que ne veut pas Israël, eh ben, ça va sauter. Et c'est que les Israéliens ne vont pas accepter. Et quand on dit Israël, c'est les États-Unis. Et donc, vous voyez qu'ils sont pris eux-mêmes à leur propre jeu. Ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, on termine. Diplomatiquement, Macron, à la tête de l'Union européenne, a essuyé beaucoup de revers, beaucoup d'échecs. Mais c'est le Premier ministre israélien qui est en train de jouer le jeu. Il a été très bien accueilli, pas à distance, au Kremlin. C'est lui qui est en train de plaider pour le dirigeant ukrainien. Pourquoi Israël? Alors, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de passer par Israël pour justement apporter des solutions sur le plan diplomatique à cette guerre? Et l'Allemagne est mise au courant, mais Macron est surpris. Pris de court en pleine campagne. Très bien. Bonne observation. Comme ils sont coincés sur le plan économique, ils anticipent sur les troubles au niveau de la société, au niveau des entreprises, parce que Total, par exemple, est toujours en Russie. Total n'est pas revenu parce que c'est l'une des entreprises françaises qui fait son argent avec le pétrole russe. Je vous ai parlé du rôle de l'Iran. Parce que si on ferme les taux sur Moscou et on veut demander à l'Iran d'augmenter, c'est-à-dire d'élever les sanctions contre l'Iran, l'Iran va avoir beaucoup d'argent, l'Iran va développer son programme nucléaire et c'est Israël qui sera menacé. Et donc, comme les Juifs, ils sont autant aux États-Unis qu'en Russie, parce que en Israël, il y a beaucoup de Juifs d'origine russe qui sont là-bas en Israël, ils jouent aussi leur partition. Ce qui veut dire que Poutine leur a expliqué. Moi, je lutte contre le nazisme qu'on a installé là-bas en Ukraine. Les nazis, c'est eux qui vous ont fait du mal, vous les Juifs. Et moi, j'ai aussi une partie des Juifs ici que j'ai protégée et que je continue à protéger. Et donc, vous avez intérêt à aller. Il y a aucun assez, comme on dit chez nous, pour que cette situation revienne à la normale. Pourquoi? Parce que si moi je me mets avec les Chinois, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, c'est Cuba qui est en face des États-Unis, ça va être compliqué. Donc en réalité, on va aller, la pauvre Ukraine, on ne fera rien pour elle. Moscou a déjà détruit les bases militaires qui étaient installées là-bas, les laboratoires qui étaient installés là-bas, il a tout détruit déjà. Maintenant, ils vont aller progressivement pour le contrôle, le contrôle physique de Kiev, de Mariupol par exemple, d'Odessa par exemple, pour que désormais, qu'on ne vienne plus installer la menace à la porte de la Russie. Le comédien ici, excusez-moi du peu, que les Occidentaux avaient récupéré pour mettre à la tête de l'Ukraine, ce qu'il dit là, c'est qu'on lui dit de dire, pas les agences de communication, etc. Le pauvre, maintenant, il se cache tout le temps. Quand il va y avoir des vraies négociations, il va disparaître de la circulation assez facilement. Merci Jean-Marie Kassamba. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Venezuela, avec son pétrole, semble rebondir. Oui. On parle des accords en urgence. Aussi quelques pays africains en difficulté sérieuse. Et voilà, l'Iran, apparemment, ça bouge et de vous partout. allez voir qu'on va beaucoup courtiser le Nigeria, l'Angola. D'ailleurs, le numéro 2 du département, financier américain est en Angola depuis hier. Oui. Il sera en RDC si tout va bien aujourd'hui ou demain. Mais ça ne va jamais remplacer le pétrole et le gaz russe. Et voilà. Donc, le monde bouge. Arrêtons de nous chamailler.
arrêtons les platitudes, arrêtons les disputes inutiles. Thomas dit à niveau, parce qu'on peut disparaître à tout moment. Jean-Marie, merci. Merci à vous. On jette l'encre avec l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne journée. Karibu wandugu kwa taarifa habari katika lugha mbalimbali ya taifa hapo katika lugha ya Kiswahili. Habari kwa ufupi. Kikao kimefunguliwa leo hii siku ya pili tarehe 15 mwezi wa 3 huko kunako bunge. Nao wa senato na mabunge wataweza kuzungumzia mipango mbalimbali kubwa zaidi, mambo yenye kuhusika na uchaguzi wa mwaka wa 2023 itaweza kuzungumziwa vile vile, na hata mipango mbalimbali yenye kuhusika na yale yanosemekana kwa ajili ya kubadilisha mipango ya katiba kuu ya taifa. Na upande wa Kinteta huko katika jimbo ambao ilipata ajali ya mashua kuanguka, watu zaidi ya 60 waliweza kufariki, lakini serikali imejitahidi na kutuma ujumbe kwa kuweza kuchunguza na kutambua kisa gani ilikuwa kuanguka kwa mashua hiyo. Naye kesi inaendeshwa baina ya Ferdinand Kambere, huyo anakuwa katibu mtendaji makamo wa chama cha PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, huyo anakuwa katibu mkuu wa chama hicho, amesema kwamba kesi hiyo ni kisiasa tu ndio inakuwa ikiendeshwa baina huyu muodari wa kisiasa hapa nchini, yeye ambaye anatoa maoni isiyokuwa safi kufuatana na mwenendo wa siasa hapa nchini. Na katika maeneo ya Ituri vifo vinazidi kuhesabika, watu 24 waliweza kufariki katika maeneo ya Mambeleka huko ambao viwasi wa ADF waliweza kutoa mashambulizi kubwa, lakini
vikosi vya FARDC vinakuwa vikiwafuatilia porini waasi hao wanaosababisha vifo vya watu katika maeneo hiyo mashariki mwa nchi letu. Taarifa zinaendelea katika lugha mbalimbali. Kwa heri. Batelijiba suba batelijiba kunanga balangi ni balondi ba chifaku cha 50 makulu wa chiluba kola hii ni anisha itifilenga ku ngumu yetu ya bikosu ya mjinda jalelu bawetu ngumu yetu chiwanji cha kufinganuka kwa bachifitu mnafanka ni bakulu mabala kubili bya mujimu chechika ngona bibya chijitu kujalelu mbabunyi balibika la bajera konko fa bitangila mianda jinga ikala buncha kwa kwila nanga mwando jumukala utangila lubelesa lojilo belela bolibo kulo itonga Kongo mwanata kadika biji mwinshi anchi bambalu cha mwinshi bilwebi nyeu babuni balibika la bele menji bwadi shitula jabi mukufinga cha kwa muntu wikala chaba kusomba munkwasa wa Jean-Marc Kabundu mwikala mujula fa bitangila byenzeji bibika la mfungo na mishugulika bibi nemeka mikenja itonga Kongo mwanata nasha kulama kwa bantu ni bintu bya buku kwikala kutambula kumpatukili wajibe da itonga Kongo wa mwata tulinu kwe muituri muji bantu makumi abjini banayi basana bafa muji ndajalelu babuni balibikala bafunko na minu bantu mboji babena ADF na shumu bikala nko masala ya bukoro babili bya itonga Kongo mwata kayena lusana sha admikala kwa tamudimu mulunketu kebakeba lumona mushindu wa kushugulisha chikumbuchi bapesha kudi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa kushugulisha mwanda wa kulama kwa bantu ni bintu bya buku ewa bawetu akimaluba makesa chiko sabamika na manulongolela mujinda jalelu nushala ibilenga bwanu tulana kabiji muiba mulolo bakunu kweshinawo bubula mbucha manu museka yawo nushala byakana